demande la parole à Gilbert Castor, père de la ministrie et conseiller de la région, qui nous reçoit aujourd'hui dans cette maison. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs les maires, c'est avec beaucoup d'émotion que nous vous recevons dans cette salle des États de la Réunion. Et je vais prendre quelques minutes de votre temps pour un peu, si je sais que les questions ont été posées, pour rappeler un peu l'histoire de ce château. Alors, n'étant pas moi-même historien, je me permettrai de servir de minutes. Donc, dès le XIe siècle, c'est un endroit qui a été construit ici. Il n'a rien à voir avec ce que nous avons actuellement. La seule chose qui en reste, c'est des citernes et des salinités qui sont sous la cour de la Réunion. En 1495, Guillaume de la Croix, conseiller de Lyon, du gouvernement Montpellier, l'a acheté. C'est le 14e ascendant du duc de Castres qui m'a vendu le château, il y a d'ailleurs il y a 2 ans. En 1565, commence la construction du château actuel. Au XVIIe siècle, c'est René de la Croix, Gaspard de la Croix de Castres, dont vous avez le portrait à cet endroit-là, qui s'est plus une brillante carrière militaire dans la guerre de 30 ans et qui a été gestionnaire du Parlement des États de Languedoc. Et il voit ses qualités reconnues par le roi Louis XIV qui érige donc ce domaine en baronnie. Ensuite, là, c'est lui qui a commencé au milieu du XVIIe siècle, c'est là qu'a commencé la construction de ce château, avec cette salle pour accueillir les États de la Languedoc. Alors, j'ai vu des versions différentes et on va voir certaines listes qui ont suivi, d'autres disent que non. Je laisse aux historiens le souhait de trancher cela. Il a été rentré à l'Académie française et en 1985, il a fait don de son château à l'Académie française. L'Académie française n'ayant pas de moyens, a passé une convention avec la région pour entretenir le château. Et c'est ainsi que, sous la présidence de Jacques Blanc, le toit a été refait à l'ancienne, depuis le vernissé, les charpentes ont été faites par les compagnons, c'est une œuvre absolument remarquable. Et ensuite, lors de l'élection de Georges Frêche en 2004, à ce moment-là, les biens se sont resserrés à l'Académie française et la région de Montpellier a investi dans le château. Elle a refait les façades, toutes les menuiseries extérieures, le réaménagement du parc, et on a rouvert le parc au public pendant les vacances, pendant l'été, le reste d'été, et on réussit à avoir pas mal de manifestations. À la suite du décès de la duchesse, il y a 4 ans, la famille a à ce moment-là contesté le legs à l'Académie française et a demandé ce qu'on appelle la révision de la quantité disponible, et donc demandé de l'argent à l'Académie française. L'Académie française n'était pas à ce moment-là en mesure de régler ces sommes-là. Elle s'est retournée vers la région n'a pas souhaité à ce moment-là régler ces sommes. Le château a donc été mis à la vente par l'Académie française et l'Académie française a voulu une somme importante puisque de l'ordre de 7 millions d'euros. Et là, je dois dire qu'avec l'appui de la famille de Castres, qui ne rendait jamais assez hommage, nous avons pu négocier le rachat du château à l'Académie française pour la somme de 2,8 millions. Cette somme-là, nous avons bénéficié de l'aide considérable à la fois de la région, de la Montpellier militaire, de la maison de Montpellier Agglomération à l'époque, 500 euros chacun. Là, on a acheté pour 2,8 millions le château, les communs et la commune. Parce que la commune dépend du château, l'intégralité. Et on a revendu les communs pour en faire du logement social. Les travaux commencent cette semaine. Donc c'est une opération tout à fait faisable pour la ville de Castille. Et nous sommes donc propriétaires depuis le 24 septembre, il y a 2 ans, il y a un an. Et je dois dire que la corbeille d'achat, la famille de Castres a légué gratuitement l'intégralité de l'immobilier qui appartenait au château à la ville de Castille. C'est comme ça qu'on a pu réaliser cet achat. Depuis l'installation de Philippe, nous sommes partis maintenant à la rénovation du château. C'est un projet de 3 millions d'euros qui va se faire avec l'État, qui est notre partenaire là-dedans, de la métropole, de la région, et je passe d'autres collectivités, parce que bien entendu, ce n'est pas la commune de Castille qui va réaliser un investissement pareil, et qui par contre le portera, l'accompagnera. Et c'est pour ça que je suis très heureux que vous soyez tous réunis aujourd'hui ici,
et que ça sera la première d'une longue série de réunions et les autres au fur et à mesure de l'avancement des travaux. J'ai envie de vous dire, si vous connaissez des mécènes qui veulent faire des dons au château de Castries, ça sera avec plaisir que nous les accueillons. Venu pour certains de très loin, c'est vraiment un grand honneur pour le maire de Castries et pour la métropole de Montpellier de vous recevoir ici dans le château de Castries, car aujourd'hui est une journée un peu historique. D'abord, certains historiens expliquent que le château de Castries n'a jamais été utilisé pour réunir les États du Languedoc, ou les États de Languedoc. Eh bien, on peut considérer qu'aujourd'hui, c'est la première réunion des États de Languedoc. Et si le terme de parlement de territoire a été choisi, c'est un peu par référence à cette histoire glorieuse qui nous rassemble sur un territoire que nous connaissons tous, chacun dans nos communes et communautés de communes, intercommunalités, pour essayer de trouver une façon de mieux travailler ensemble et de se rencontrer, parce que si une réunion comme celle-ci n'avait jamais existé, eh bien personne n'aurait été certainement en capacité de reconnaître l'autre président, celui qui est de l'autre côté de la région, quelquefois tout près, avec qui on n'a pas de relation, parce que la vie va vite, on gère nos affaires, et les choses sont ainsi dans le monde moderne. Pour ce qui est de la forme de cette réunion, et vous comprendrez aisément qu'avoir choisi l'entre-deux-tours des élections départementales pour chaque département a été fait un peu à dessein. Parce qu'en le faisant avant les départementales, on ne pouvait pas nous expliquer que c'était à d'autres fins que celle de la réunion des territoires. Si nous l'avions fait après, vous savez comment fonctionne la vie politique dans ce pays, après une élection, une autre. Et donc en le faisant entre les deux tours, on évacue le problème de l'élection qui viendra après, c'est ce que j'ai voulu faire. Et le temps était compté. Donc pardonnez-moi d'avoir bousculé vos agendas, parce que je sais qu'en ce moment, les agendas sont très remplis pour les candidats qui sont dans chacun des cantons du Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, puisqu'il y a aussi un représentant de Midi-Pyrénées. Ça, c'est pour le choix de la date. Ensuite, sur le choix du fonctionnement et de la forme, j'ai prévu de vous faire une présentation sur la démarche et de résumer la démarche dans ce que j'ai appelé un appel du Parlement des territoires. Cet appel n'est en rien quelque chose qui doit être voté. C'est une déclaration d'intention. Ensuite, si chacun le souhaite, il pourra consulter un projet de rédaction de charte qui lui sera envoyé et sur lequel il pourra apporter les amendements qu'il souhaite. Et lorsque nous aurons terminé les amendements, je vous proposerai de nous retrouver à une autre date, avant la fin de l'année, pour pouvoir adopter la charte. Le pôle métropolitain, c'est une structure souple. Il n'y a pas d'administration. On ne lève pas l'impôt, on ne le redistribue pas. C'est seulement une conférence de territoire. C'est une réunion de concertation interne, entre élus. À ce jour, il n'existe pas dans la République une instance comme celle-ci qui rassemble les présidents des intercommunalités. Or, les intercommunalités me paraissent les lieux adaptés à conduire des politiques de projet en dehors des chapelles politiciennes. Qu'on soit de gauche, qu'on soit de droite, lorsqu'on a à construire un TGV, une école, ou un aménagement urbain, un terrain de foot, il y a beaucoup de choses qui rassemblent tous les camps politiques, plus que ce qui les désunit. C'est un peu sur ce constat que j'ai construit la métropole de Montpellier. Et les maires m'ont demandé, parce que j'étais en dehors des partis politiques, de fédérer l'ensemble des communes, chose qui n'avait pas pu se faire dans les années précédentes.
Et les maires m'ont confié les destinées de l'agglomération à l'unanimité des 31 communes. Ensuite, j'ai construit la métropole de façon démocratique. C'est la seule en France qui a été construite démocratiquement et pas par le fait de la loi. Toulouse a été construite par le fait de la loi, comme d'autres. Et le 1er janvier, l'agglomération de Montpellier a pris le statut de métropole. Nous, il a fallu que nous agissions de façon permanente, par des réunions de concertation avec les maires, les conseils municipaux et les populations concernées. Et nous avons construit une métropole de façon concertée, avec des aménagements et des propositions démocratiques qui ont fait que l'ensemble des maires, quelle que soit la couleur politique, ont accepté le passage en métropole à 26 mois contre 5. Fort de cette expérience, j'ai rencontré beaucoup d'entre vous, pas tous, mais beaucoup, 90% de ceux qui sont autour de cette table. Je suis allé dans chaque intercommunalité et je leur ai proposé de créer une instance de concertation qui est celle-ci et dans laquelle nous pourrions d'abord nous connaître et ensuite créer les outils d'une coopération plus importante. Dans un moment de l'histoire de notre pays où l'argent public se fait plus rare, où nous avons besoin de toutes les coopérations nécessaires pour mener à bien les politiques publiques, je crois qu'il est important qu'on rassemble les territoires plutôt qu'on ne les divise. Je suis animé du même esprit avec la ville de Toulouse. Nous avons, avec Jean-Luc Boudingue, en dehors de nos appartenances politiques qui sont différentes, conclu un pacte de non-agression qui fait que Toulouse et Montpellier ont voté le même texte à l'unanimité des deux assemblées des métropoles. Ce texte dit le maire de Toulouse, il défendra toujours Toulouse, le maire de Montpellier, il défendra toujours Montpellier. Mais on a plus à gagner à s'entendre qu'à faire la guerre. Ce sont des déclarations simples, mais qui sont efficaces. C'est un des rares cas en France où ça se passe comme ça. La réforme territoriale réorganise le territoire des deux régions, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, et reconstruit le Languedoc classique, celui des comtes de Toulouse, celui des États de Languedoc. C'est pour ça que nous sommes là. Avec le Velay et le Vivarais en moins, et le pays catalan en plus. Ce sont les seules différences. Bon, on va considérer que c'est le territoire ancien, et sur ce territoire ancien, on a besoin de coopération. Dans ce cadre-là, Toulouse est puissante. Et je remercie monsieur le directeur adjoint de la ville de Toulouse qui est présent et qui représente Jean-Luc Boudingue, qui est le conseil municipal de Toulouse, et celui de la métropole. Toulouse est puissante. Et Toulouse est formée d'une grande ville avec une série de villes annexes qui sont autour d'elle. Nous avons un réseau de villes sur tout le pourtour méditerranéen. J'ai pensé qu'il était bon de mettre en relation ce réseau pour travailler ensemble. Et la grandeur de la métropole de Montpellier, c'est d'être en capacité de n'oublier aucun territoire. Les territoires périurbains et les territoires ruraux. Ceux qui ne me connaissent pas, je vais leur dire, mais moi je suis à moitié de la ville, à moitié de la campagne. Donc, voilà, je penche des deux côtés en même temps, si c'est possible, en termes de physique. Je ne sais pas. En tout cas, le but, c'est de pouvoir coopérer et de travailler sur des sujets intelligents et utiles pour nos concitoyens et pour les citoyens que nous représentons. Le pôle métropolitain permet la coopération et permet aussi la contractualisation entre certaines communautés de communes, si elles le souhaitent, mais uniquement sur la base du volontariat. Il n'y a pas d'autre chose. Si les gens veulent travailler ensemble, ils peuvent le faire, ils en sont responsables. Ensuite, nous représentons ici, quelque part, une force à la fois d'opposition et à la fois une force de proposition. Midi-Pyrénées est très puissante. Toulouse est puissante.
Et selon l'avenir de la grande région, eh bien, il faut que notre territoire ici soit en capacité d'être puissant aussi. Et je trouve que lorsqu'on est 50 présidents d'intercommunalité comme aujourd'hui, représentant en moyenne chacun 30 maires, je vous laisse faire le calcul, on est plus puissant lorsqu'on s'exprime sur certains sujets qu'on peut avoir en commun que lorsque un seul maire s'exprime, fût-il celui de Montpellier. C'est une sorte de... Ce Parlement de territoire est à la fois une force d'opposition, si on en décide ainsi, et puis une force de résistance aussi, et une force de proposition pour un certain nombre de sujets que l'on peut évoquer au travers de l'ordre du jour, qui peut être discuté dans une séance comme celle-là. Les outils qui seront mis à la disposition des présidents d'intercommunalité sont simples. C'est une réunion par an, peut-être tournante, et la personne celui qui organise le président de séance. Aujourd'hui on le fait là, mais c'est pas gravé dans le marbre. Et la deuxième proposition, c'est une plateforme informatique où on peut échanger, d'abord les coordonnées, faire des propositions. Ça ne coûte rien de l'argent public. Mais ici, tous ensemble, nous sommes une grande force. Et cette grande force, si nous la mettons au service des citoyens, sur des projets d'aménagement importants, voilà, ça peut être aussi, je parle du TGV, mais il n'y a pas que le TGV, il y a aussi, ça peut être des parcs nationaux, ça peut être sur le Vigan, les éleveurs autrefois qui nous ont demandé notre avis, ça peut être une force de proposition qui peut être intéressante. Voilà quel est le but du pôle métropolitain. Il est d'autres formes de pôle métropolitain. Il y en a qui prennent la forme de syndicats. Et là, ils ont des financements, ils ont des administrations. Le territoire du Bas-Languedoc a beaucoup souffert des guerres politiques. Je m'applique à le restructurer, ou à le suturer, tout simplement. Et je pense que l'heure n'est pas venue à parler d'organisation administrative concernant l'agglomération d'intercommunalité ou de communauté urbaine, un ensemble comme ça. Je pense qu'une structure très souple sur la base du volontariat comme celle-ci, qui ne remet pas en cause l'authenticité des maires et l'authenticité des présidents d'intercommunalité, est largement suffisante pour l'instant et déjà un grand pas. Voilà ce que j'avais à vous dire avant de vous lire le texte, après le débat qui va s'ouvrir, si vous êtes le débat qui va. En fait, nous voilà tous presque réunis. Je dis presque parce que je constate l'absence de certains voisins audois, de la Domitienne ou à Gatois, mais je sais que la date choisie les a parfois empêchés de leur envie d'être à nos côtés. Et entre nous, je me suis moi aussi posé, je me suis beaucoup interrogé sur ma présence aujourd'hui. Je suis profondément convaincu du bien fondé de notre initiative, mais Philippe le sait. J'aurais préféré qu'on les laisse passer les élections départementales, mais ils viennent d'expliquer pourquoi ils avaient choisi cette date. Vous savez à quel point les enjeux sont grands dans le terroir. Depuis mon élection à la présidence de l'agglomération, je travaille avec tous les maires et toutes les communes pour construire un projet d'envergure. J'ai noué et renoué les liens avec l'Europe, l'État, la région, le département et les collectivités que vous représentez. Notre territoire a besoin de ces liens, de ces coopérations,
malgré un contexte particulier. Il doit travailler avec tous, sans clivage partisan, et comme l'a dit Philippe, en dehors des chapelles politiciennes, pour sortir de son isolement. C'est le sens et la raison même de mon engagement. Oui, nous devons apprendre à nous connaître, à nous parler mieux, à s'écouter et à se respecter. Les clivages politiques existent, ne les nions pas. Nos stratégies territoriales divergent, ne le nions pas. Mais n'en faisons pas des points bloquants qui figent et anéantissent nos relations intercommunautaires et communales. Parce que nos citoyens qui ont exprimé dimanche leur ras-le-bol de cette politique partisane, nous ne le pardonnerons pas. Dans le domaine des transports, de l'enseignement, de la santé, de l'économie, du tourisme, nous avons tant de choses à faire et de projets à mener ensemble. Dans tous les domaines, nous avons un rôle à jouer et des devoirs à assumer. Aujourd'hui, comme demain, quand bien même les moyens manquent cruellement, nos réflexions, nos actions et nos mutualisations à l'échelle du pôle métropolitain nous permettront d'avancer. Prenons l'exemple des hôpitaux publics. Nous sommes quelques-uns à disposer d'hôpitaux locaux et régionaux sur nos bassins de vie. Quand on connaît les difficultés rencontrées dans le désert sanitaire, c'est une chance à l'évidence. Mais ces hôpitaux situés à quelques kilomètres les uns des autres ne fonctionnent pas suffisamment ensemble. Pire, ils se retrouvent parfois en concurrence. J'attends donc du pôle métropolitain que nous puissions créer un réseau de santé qui mette du lien entre les acteurs institutionnels, opérationnels et associatifs. Que nous puissions faire émerger une offre de soins globale qui renforcera l'attractivité de nos territoires. Que nous puissions construire des passerelles innovantes pour réduire les inégalités sociales et territoriales et garantir à tous l'accès aux soins. Ce n'est pas utopique et nous en avons les moyens. J'évoque les hôpitaux pour parler de la santé publique, mais il serait dommage de s'en limiter à ce sujet. Car le pôle métropolitain doit nous permettre de penser la ville autrement, de la vivre autrement. D'ici là, il nous reste du chemin à parcourir et une vraie méthodologie de travail à adopter. Nous avons besoin d'élaborer une approche inclusive, respectueuse de tous. Il nous faut prendre et donner des garanties pour que les communes puissent adhérer à notre démarche en s'associant de garder leur autonomie, en s'assurant, de garder leur autonomie, leur identité et leur spécificité. Cette liberté d'entreprendre ensemble doit être la clé de voûte du pôle métropolitain, car c'est elle et elle seule qui nous permettra de construire et de fédérer au fur et à mesure de nos avancées. Nul doute qu'elle est la volonté, le bon sens. Nous y parviendrons. Merci de votre attention. Merci. Moi, je tenais à remercier et à féliciter Philippe Forêt de cette initiative en tant que président de la métropole de Montpellier, d'avoir su rassembler autour de lui l'ensemble des autres intercommunalités qui sont dans ce territoire maintenant qui voit son périmètre s'élargir de façon considérable avec le rapprochement des deux régions, la Roussillon et Midi-Pyrénées. Il faut inévitablement se restructurer, pouvoir dialoguer, pouvoir répondre aux problématiques auxquelles nous sommes confrontés, nous élus, mais aussi nos concitoyens qui, bien évidemment, à un certain moment, commencent à perdre certains repères. Et on le voit récemment dans l'expression des suffrages. Je crois que ce pôle métropolitain, bien évidemment, plutôt que d'être une strate supplémentaire, doit être un lieu d'échange, un lieu de construction, déconnecter les clivages politiques, comme tu l'as dit, Philippe, et qui doit permettre d'apporter des solutions et des réponses aux situations dans lesquelles auxquelles nous sommes confrontés en permanence. Je parle, par exemple, d'un domaine que tu as terminé sur la question, le pilier de la culture.
et des universités et de l'enseignement, mais tous les piliers sont transversaux, parce que comment concevoir qu'à Sète, il y a une scène nationale, à Narbonne, il y a une scène nationale, mais les Montpelliérains, par exemple, ne peuvent pas venir à la scène nationale de Sète, parce que le soir, pour rentrer, il n'y a pas les TER ou des moyens de communication après la fin du spectacle. Les Narbonnais ne peuvent pas venir à la scène nationale de Sète, ou les habitants d'Arès, de toute façon, en sont privés. Donc il y a quand même toutes ces questions à régler. Je ne veux pas revenir sur les festivals qui se tirent la bourre en permanence tout au long de l'été. Peut-être qu'il y aurait une cohérence à donner, un rayonnement national et international à certains festivals à donner, à partir du moment où tout le monde de l'ensemble du territoire pourrait avoir cette mobilité et l'accès à toutes ces manifestations. Donc je crois que c'est comme ça que nos concitoyens souhaitent voir évoluer le climat politique dans l'intérêt de nos territoires, et de toutes les façons, nous y sommes contraints, de par les contraintes budgétaires, de par l'immensité de la nouvelle région qui va voir le jour à partir de janvier 2016. Je crois qu'il faut effectivement pouvoir se parler, pouvoir construire, pouvoir faire des forces de proposition aux responsables politiques que nous sommes. Merci. La communauté d'agglomération de Carcassonne participe au dialogue métropolitain de Toulouse. Alors vous allez vous dire, qu'est-ce que vous faites ici? Et je me sens parfaitement bien ici. Carcassonne étant à l'ouest du Languedoc, Roussillon, est un peu par rapport de cette région, qui a toujours été un peu par rapport de cette région, un peu isolée, et subit l'attractivité, bien entendu, et l'attraction plus précisément de Toulouse. Mais je tiens à vous dire que je me sens parfaitement bien ici, parce que l'esprit que vous animez me convient parfaitement. Vous prévoyez des conférences de concertation, c'est comme ça que la vie politique moderne doit s'inscrire et doit s'établir. Alors, Ville-Charrière, la ville que je dirige, est entre les deux régions qui vont se marier et qui vont se fusionner. Et nous avons la possibilité, précisément, nous, d'être un élément de liaison entre, d'une part, la métropole de Toulouse, la belle métropole de Montpellier aussi, et Monsieur le Président, je suis vos travaux, je suis votre travail, et je sais que déjà, compte tenu de la méthode que vous employez, ce n'est pas la flagornerie, vous allez réussir. Alors ici, moi je suis, si vous voulez, tout à fait indépendant. J'ai pris la responsabilité de venir ici, parce que je considère que c'est ma place. Je suis un homme du Languedoc, mais j'ai exercé ma profession d'avocat à Toulouse, je suis un homme aussi du Haut-Languedoc. Et je suis ravi que l'on reconstitue, à l'exception du Vivarais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et du Velay, qu'on constitue le Grand Languedoc. Alors moi je serai, en ma qualité de maire de la ville de Carcassonne, en parfaite harmonie de travailler avec votre Monsieur le Président. Je vous l'ai déjà dit, je le dis ici publiquement, je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté. Carcassonne fait partie, peut-être, elle est mal placée, elle est à la charnière d'une situation géographique, c'est comme ça, c'est ainsi, c'est la géographie qui l'a amené ici. Mais nous serons la liaison parfaite, si vous voulez bien, entre d'une part la métropole toulousaine et la métropole montpelliéraine. Chacune des métropoles que je connais bien a des atouts magnifiques, des atouts à faire valoir. Et ce que vous êtes en train de créer, vous l'avez dit, vous avez parfaitement raison, c'est particulièrement original en France. Vous aurez des hommes souples qui vont travailler avec vous, je serai de cela. On parlait tout à l'heure, effectivement, mon collègue de droite, le problème effectivement hospitalier, vous savez qu'il y a de droite, géographique. Les problèmes hospitaliers, Anthony Commet parlait de la culture, etc. C'est vrai qu'il faut essayer, non pas peut-être de faire d'uniformiser toutes les actions, mais effectivement la concertation va permettre de mieux bâtir ce qui sera utile, nécessaire et indispensable pour les différentes communautés, tant au point de vue médical, économique, hospitalier, culturel, touristique, etc. Et
Je pense que nous serons, nous, là, pour accompagner ce mouvement et faciliter les choses en qualité de ville charnière. Alors, je pense que notre positionnement géographique, qui a été un handicap pendant très longtemps, va être là, au contraire, un avantage. J'ai d'excellents rapports avec M. Boudin et j'apprécie, même si je le connais depuis moins longtemps, le président Sorel. Je sais que ce sont des hommes qui ont des oppositions politiques, ça c'est leur problème personnel tout à fait différent, mais je sais quel est leur dialogue, le souci de créer quelque chose de très positif. Alors, Monsieur le Président, moi ici je suis là, je vous dis de notre propre initiative. Il y a des temps d'écouter de Toulouse. Et ça me paraît indispensable. Je ne suis pas la 5e colonne, loin de là. Je suis le positionnement constructif. Et je ne doute pas un seul instant que vous me ferez participer à vos travaux. Mais de toute manière, je saurai dire ce qu'il faut faire en temps utile. Escalité, bien évidemment. La communauté d'agglomération du Gard rhodanien a une situation, elle, très particulière, complètement à l'est de la grande région que nous allons rejoindre, que nous allons former. Et cette situation complètement à l'est nous amène à être de grands frontaliers, puisque nous-mêmes, nous sommes aujourd'hui négociants, mais nous sommes voisins à Pierre de Paca, il suffit de traverser le Rhône, et si on traverse la rivière Ardèche, nous sommes en Rhône-Alpes. Ça complique beaucoup le travail avec les territoires qui sont nos voisins directs, parce que ça fait 3 régions, mais aussi 4 départements, la Drôme, l'Ardèche, le Gard et le Vaucluse. Tout ça est relativement complexe. Mais malgré tout, je vois que les 6 piliers que vous portez, Monsieur le Président, sont également des piliers que porte l'agglomération du Gard rhodanien, avec une toute petite nuance, et que j'aimerais qu'on puisse en rajouter un 7e. Vous avez parlé de c'est universel, hein, ça correspond à tout le monde, qu'on soit d'une région ou d'une autre, d'un département, d'un village, d'une grande ville, peu importe. On a tous besoin d'être en pleine forme. La tâche va être longue pendant les années qui viennent, et la tâche de nos concitoyens aussi, pour avoir à supporter les mouvements, les changements, les difficultés. Le numérique, nous l'avons inscrit en Gard rhodanien, nous l'avons inscrit comme merci. Comme parmi les objectifs absolus, essentiels, et une grosse partie de notre activité, de la vice-présidence développement économique tourne autour du numérique. 3e pilier, la mobilité. Nous sommes moins concernés par le TGV, il se trouve que pour nous c'est un petit peu plus facile, Avignon est juste de l'autre côté du Rhône, et puis il y a Nîmes. Par contre, notre gros souci est de la rive droite du Rhône. Certains pensent qu'il suffira de claquer les doigts pour la faire revenir. C'est un sujet très complexe, mais qui serait essentiel pour notre territoire. Le tourisme, la communauté d'agglomération du Gard rhodanien est déjà un territoire qui est passé de l'agriculture au tourisme très fortement, avec 2 types de tourisme, un œnotourisme, et ça ce sont bien sûr tous les côtes du Rhône, qui sont très appréciés et qui attirent beaucoup de gens, mais c'est aussi, et ça c'est plutôt décent, un tourisme de randonnée, un tourisme vert, qui va se situer sur des territoires qui ont été justement désertés par la viticulture. L'agroécologie, bien sûr, comme tous les Gardois, on est très orienté vers tout ce qui est agriculture bio, etc. La culture et l'éducation, c'est comme la santé, c'est vital. Maintenant, je voudrais en arriver à notre 7e pilier. Nous sommes le Gardois où l'industrie est particulièrement développée, puisque nous vivons depuis des années dans le contexte du nucléaire. Ça n'est pas rien. Le nucléaire est le premier employeur de la région du Gard rhodanien, avec les difficultés qu'on connaît aujourd'hui. Et nous faisons tout ce que nous pouvons pour essayer de pallier cette situation et d'aider
au substitut au nucléaire. Bien évidemment, rien ne va complètement disparaître et l'activité nucléaire est en train d'être réorientée vers tout ce qui est une industrie du démantèlement, qui est une industrie qui s'exporte très bien. Enfin voilà, c'était le sens de mon message. De nous avoir invités ce matin à Castries pour certaines d'ailleurs découvrir ce magnifique château. Premier point, nous en montagne du Haut-Languedoc, situé en plein cœur du parc naturel régional du Haut-Languedoc, nous avons l'habitude de dire qu'il y a un stock de population sur la métropole de Toulouse, il y a un stock de population sur la métropole de Montpellier, puis nous, au centre, nous avons un stock d'espace. Situé en zone de montagne, et c'est vrai que nous avons la neige ce matin, nous sommes tentés, et fortement tentés par cette approche du Parlement des territoires. Fortement tentés parce que des passerelles existent déjà. Lorsque nous faisons des études supérieures, à 2 heures nous avons Montpellier, à 2 heures nous avons Toulouse. Lorsque nous avons des ennuis de santé, à 2 heures nous avons Montpellier, à 2 heures nous avons Toulouse. Mais n'oublions pas que quand la période du mois d'octobre et des sorties de champignons arrive, là, ce sont ces populations qui viennent chez nous et nous sommes heureux de pouvoir les accueillir parce que c'est là aussi l'ensemble de ces axes de développement économique. Et les développements économiques que l'on peut mener à bien sur nos territoires de montagne, nous essayons de les valoriser au travers de ce que la montagne et de ce que la nature nous a donné. Et je prendrai comme exemple l'activité touristique, on l'a dit, mais également l'eau. Et lorsqu'on peut commercialiser de l'eau, de la Sainte-Tard par exemple, voire d'autres sites sourciers proches de chez nous, les consommateurs ils vont se situer dans le milieu urbain, là où il y a le marché. Lorsque, en termes d'énergie, nous avons des barrages hydroélectriques, nous avons des éoliennes, qui c'est qui va consommer les mégawatts sur ces énergies renouvelables, en particulier le monde urbain. Et lorsque nous avons cette forêt, et là je ferai un zoom plus précis sur cette forêt, en tant que président de l'Union régionale des communes forestières Languedoc-Roussillon, 664 communes, et que l'on se situe sur le sud du Massif central, que l'on se situe sur le massif des Pyrénées, nous avons des réservoirs énormes de forêts. Et là, il y a une complémentarité à développer ensemble avec la grande ville, avec la grande métropole, sur toute la problématique du bois énergie, du bois construction, et demain avec l'école de chimie sur les futurs matériaux. Donc cette complémentarité, elle existe bien, il faut poursuivre son développement et Philippe, de nous ouvrir les portes de la métropole, c'est pour nous ouvrir la porte d'un marché futur, de la population, des citoyennes et des citoyens qui ont besoin, dans cette logique de développement durable, des énergies renouvelables, de la valorisation de cette biodiversité, c'est pour nous préserver, voire renforcer la présence d'un habitat et d'une population dans ces zones difficiles de montagne, et pour nous c'est un enjeu fondamental. Merci pour la démarche. Revenir sur tout ce qui a été dit, sur tout l'intérêt effectivement qu'on a à se voir et à travailler ensemble. Je reviendrai simplement sur les 6 piliers que vous avez évoqués, et notamment sur le premier d'entre eux qui est la santé. Parce que donc, moi je suis vice-président d'une communauté de communes périurbaine ou rurale, donc 17 000 habitants pour 17 communes. Et nous, la problématique qu'on a en termes de santé, c'est donc, parce que Frédéric Lacasse a évoqué donc, la problématique des hôpitaux, mais nous, notre problématique en tant que territoire rural, c'est l'offre de soins de premier recours, c'est-à-dire les généralistes, et la désertification médicale.
Donc voilà, ça c'est une problématique qui nous tient particulièrement à cœur, et je pense qu'on ne doit pas être les seuls sur notre vaste territoire. Donc voilà, je pense qu'effectivement ce premier pilier sur la santé, il est fondamental. Et pour aller aussi dans le sens de l'intervention de l'intervenante précédente, je rajouterais à ces 6 piliers un 7e, où un premier, ce serait l'emploi. L'emploi parce que c'est une des principales préoccupations de nos concitoyens, et aussi l'emploi parce que le développement économique, c'est une des premières compétences des communautés de communes, des intercommunalités. Donc je pense qu'on a tout intérêt à se préoccuper de l'emploi de façon collective et en coopération. Pardon. Et enfin, pour terminer, et pour quelque part éclairer ma lanterne et préciser les contours du pôle métropolitain, donc Monsieur le Président, vous avez évoqué dans les contours du pôle métropolitain une force de proposition, donc ça on a bien vu avec les 6 ou 7 points, si vous voulez bien en rajouter un, et une force d'opposition. Alors simplement, je voudrais savoir une force d'opposition à quoi ou à qui? Le rôle des intercommunalités, c'est d'exercer leurs compétences. Et la compétence, c'est le développement économique, donc l'emploi. Ensuite, à qui peut-on s'opposer? Eh bien, à tout ce qui n'intègre pas nos prérogatives en termes de développement. Je m'explique plus clairement. L'autre fois, les éleveurs du Viganais, du pays Viganais, ont été contraints par la PAC, par l'Europe, ont failli être contraints par l'Europe à une certaine perte de leur activité sur des règlements particuliers. C'est-à-dire, il y a eu des mobilisations faites, certes, par les députés, mais il peut y avoir aussi des mobilisations dans ce sens-là faites par d'autres territoires qui ont les mêmes problématiques et qui peuvent se rassembler, et à plusieurs des plus forts qu'un seul. Ici, il faut le considérer comme une coopérative. Une coopérative de territoire qui ont les moyens de s'exprimer à l'opposition ou en proposition, les deux. Mais dans le cadre de la réforme territoriale, vous avez bien compris que le gouvernement a créé des métropoles. Les métropoles, ce sont des baronnies. 12 baronnies sur le territoire. C'est presque une réforme territoriale qui revient au même. Voilà. C'est une réforme territoriale à la française. Ni tu ni vous. Dans ce cadre, on est plus fort à tous qu'à eux seuls. Voilà. Ça, c'est du jaurésisme. Un peu à l'art et un peu bonapartiste. Je le constate. L'idée d'un parlement, c'est-à-dire une instance démocratique de débat, et une instance où chacun est représenté de façon égale. Ça, c'est important, c'est pas possible de l'a souligné tout à l'heure. L'idée que la plus petite commune, la plus petite communauté des communes, soit représentée de façon identique avec les grandes métropoles que sont Montpellier et Toulouse, les grandes communautés d'agglomération, paraît essentiel. Parce que chacun va pouvoir s'y retrouver et chacun va pouvoir dire son mot. Et je voudrais saluer la démarche de Philippe qui, quand il est venu dans l'arrière-pays, avec le Vivant et puis Nantes en particulier, pendant longtemps, la commune de Montpellier, donc la métropole aujourd'hui, a été vécue comme l'adresse qui voulait tout manger. Et sa démarche de concertation et enfin que Montpellier se retourne vers son arrière-pays, et je crois que c'est lié aussi à l'espoir personnel de Philippe, fait qu'aujourd'hui, les élus de ce territoire ne voient plus Montpellier comme une instance de concurrence, mais au contraire une instance de complémentarité. Donc je salue cette démarche et j'espère qu'elle aboutira à quelque chose de très concret. Merci. Alors je vais essayer aussi d'aller à l'essentiel. Le 8 août l'an dernier, donc, tu es venu dans notre intercommunalité parler de ce magnifique projet de pôle métropolitain. Quand on parle et quand on écoute donc, tous les élus de démocratie, de rassemblement, d'unité, de mise en réseau, donc pour être plus fort, on ne peut être que d'accord. Quand tu parles et quand vous parlez d'innovation, d'expérimentation, c'est longtemps qu'on a expérimenté un nouveau modèle, on ne peut être que favorable donc, à cette expérimentation. Et puis, bien sûr, donc, on essaye chacun
de se situer dans l'espace. Alors on est dans une société où on est super connecté, même si on parle de numérique et de rupture, donc, mais de fracture, mais nous vivons dans un monde donc, très très vite. Il y a beaucoup de bouleversements, on le voit entre les intercommunalités. Je vous rappelle que donc, les intercommunalités sont mises en place en 2003, donc aujourd'hui on est sur les métropoles. Nous avons la chance dans le Grand Narbonne d'être positionnés avec deux métropoles, la métropole de Toulouse et la métropole de Montpellier. Moi je salue donc à travers notre intervention, puisque là je parle avec mes amis du Grand Narbonne, je salue l'homme visionnaire qui est Philippe, d'avoir imaginé de nous retrouver aujourd'hui donc pour réfléchir et pour consolider différents leviers, parce que dedans, donc, la force et l'histoire de notre région, c'est la prospérité du territoire, qui a coïncidé avec la capacité à faire converger et transiter des dynamiques économiques et démographiques. On parle d'économie, on parle de démographie, donc, et de structuration. Donc nous sommes très très intéressés pour travailler ensemble. De quelle façon, donc, on en reparlera ensemble, puisqu'on a prévu de se revoir un peu plus tard. Moi, il y a un élément extrêmement important qu'il faut peut-être reprendre en considération, on n'en a pas trop parlé, alors c'est de l'économie, c'est du développement touristique, c'est la croissance bleue. Vous savez que nous avons la Méditerranée, et cette Méditerranée, vous pouvez aussi avoir passé 15 ans avec le Midi-Pyrénées, et notamment à Toulouse. Je sais que les Toulousains sont très attachés à notre Méditerranée. La croissance bleue, chers amis, c'est 1500 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui est traité sur le plan mondial. C'est 430 milliards donc, au niveau européen. Et notre Méditerranée, il y a une manne extrêmement intéressante à essayer donc d'imaginer. Et puis l'expérimentation, moi je parle aussi avec mon ami Ido Pietrasanta sur le Parlement de la mer, donc le Parlement des territoires. Donc nous devrions ensemble bien nous entendre. Nous avons intégré dans le titre de la métropole de Montpellier, Méditerranée métropole. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas un hasard, c'est aussi parce que les maires ont décidé de façon collective que le titre devait être celui-là, eu égard à nos relations intimes avec la Méditerranée. Chose que, quelque part, nous envie Toulouse. Nous aussi, nous envions des choses à Toulouse. Nous envions l'aéronautique, nous envions Saint-Cernin, la magnifique église romane, et bien d'autres choses encore. Mais Toulouse nous envie, Midi-Pyrénées nous envie notre façade maritime. Ainsi, j'ai décidé de conforter et de valoriser l'ensemble des relations économiques que nous avons avec les villes jumelles. Jadis, nos villes jumelles étaient destinées aux élus. Je ne vous fais pas de dessin. Bon. Aujourd'hui, nous les transformons progressivement en des contrats de travail et de développement économique, du partage de développement, co-développement avec les villes de la Méditerranée. Ces villes sont les suivantes: Barcelone, Fès au Maroc, Tlemcen en Algérie, Tibériade en Israël, Bethléem en Palestine, l'île de Kos en Grèce, et j'ai obtenu l'accord de Léo Luca Orlando, le maire de Palerme, pour fabriquer le jumelage avec la métropole de Palerme. L'Algérie, le Maroc, la Palestine, Israël, l'Espagne et l'Italie. Nous avons donc 5 villes qui sont phares sur la Méditerranée et qui peuvent être autant de débouchés et autant de lieux avec lesquels on peut converser de façon économique. Donc, Monsieur le Président, vous avez dit mieux travailler ensemble. C'est vrai qu'il faut apprendre à travailler ensemble, parce qu'avant tout, ce sont nos populations, ce sont nos territoires qui sont en jeu. Et quelles que soient nos idées, nos philosophies, je pense qu'il y a une efficacité qu'il nous faut rechercher, d'autant plus qu'il y a de moins en moins d'argent aujourd'hui. Donc il y a tout un certain nombre d'éléments qui nous amènent à inventer peut-être de nouvelles façons de travailler et de se constater ensemble. Alors sur la méthodologie que vous avez expliquée, disons qu'il n'y a pas de problème, je crois que c'est une bonne méthodologie.
Un projet de charte, oui, je crois qu'il faut avoir une conduite, une ligne de conduite, une direction, et puis ensuite une force surtout de proposition, vous avez dit, parfois d'opposition aussi, je crois que parfois il faudra s'opposer pour se faire entendre, mais en même temps il nous faut être une force de proposition, et je crois que par rapport à la grande région, par rapport à ce que le gouvernement nous annonce, il faut être cette force de proposition, sinon nous serons oubliés. J'entends dire déjà qu'à la préfecture, il y a des staffettes qui arrivent avec des cartons on a l'impression que déjà on est dans le déménagement. Alors, je crois qu'il nous faudrait être très vigilants pour éviter tout déménagement de certains services vers je ne sais pas trop où, mais je crois qu'il faut être très vigilant. Alors ensuite, en termes d'aménagement du territoire, je crois que là aussi il nous faut inventer un autre type d'aménagement du territoire. Que ce soit dans notre pays, que ce soit à l'étranger, on est dans le développement polaire, c'est-à-dire qu'il y a un centre, et puis il y a des cercles concentriques, et on n'a pas été capable d'inventer autre chose. Nous, je crois, et ça a été employé, le mot a été employé tout à l'heure, je crois qu'il faut aller vers un développement multipolaire, dans le respect de toutes les villes, de tous les villages, de toutes les intercommunalités, trouver des complémentarités, trouver les équilibres, en quelque sorte trouver l'harmonie, c'est peut-être un petit peu utopique, mais c'est vers ça qu'il faut aller, parce que s'il n'y a pas un peu d'utopie, s'il n'y a pas un peu d'idéal, je ne sais pas à quoi ça va nous. Donc je crois qu'il faut inventer. Alors, sur les 6 projets, sur les 6 piliers, c'est vrai que la santé, surtout dans notre territoire, le cœur d'Hérault, la santé c'est quelque chose d'important, il y a de moins en moins de médecins, et on a réussi à créer les urgences, un service qui associe le SAMU, les pompiers, l'ARS, le CHU, etc. Et je tiens à dire que c'est une opération unique en France. Et donc je pense que c'est quelque chose que l'on peut renouveler ailleurs, ce qui veut dire que maintenant, le samedi, le dimanche, la nuit, il y a un service qui assure ces urgences. En ce qui concerne, donc il faut poursuivre cela, et puis aussi, je dirais, défendre quand même nos hôpitaux ou nos cliniques, et en particulier dans le cœur d'Hérault, il y a un vrai problème. Marie-Christine s'en occupe aussi, donc je crois qu'il faut qu'on se batte ensemble. L'accessibilité numérique, c'est une nécessité. Et là, il y a entre nos territoires, la ville et le rural, un déséquilibre qui n'est plus supportable aujourd'hui, parce que les gens qui viennent, à l'heure actuelle, il y a des gens qui ne viennent pas dans nos villages parce qu'il n'y a pas de numérique. La première question qu'ils posent, ils ne demandent pas l'école, ils demandent le numérique. Donc je crois que là, il faut qu'il y ait un équilibre. À l'heure actuelle, nous, on veut équiper 10 villages. Ça veut dire 1 800 000 € pour notre communauté de communes. C'est un peu lourd. Alors il faudrait peut-être qu'au niveau de la région, du conseil général, un schéma, parce que je crois que normalement, un schéma doit être mis en place. Il faudrait accélérer le processus, parce que ça veut dire qu'on est plus compétitif et on est plus efficace. Donc le numérique, je crois qu'il faut faire quelque chose. Sur la mobilité, à partir du moment où le conseil général a mis le bus à 1 €, je tiens à rappeler qu'entre Montpellier et le cœur d'Hérault, il y a une augmentation de la fréquentation de 140%. Donc ça prouve là la nécessité de ce bus à haut niveau de service. Sur le pays cœur d'Hérault, nous sommes en train, avec 3 communautés de communes, de mener une étude sur la mobilité. Et je crois que là, il faut que nous avancions pour faciliter, parce que la mobilité, je donnerai qu'un exemple, c'est le jeune qui ne peut pas se déplacer, qui cherche un emploi, et parce qu'il ne peut pas se déplacer, parce qu'il n'a pas d'argent pour payer le bus, il ne va pas rencontrer le demandeur d'emploi. Donc c'est un problème là aussi qui est très important, la mobilité pour nos territoires. Bon, sur les territoires ruraux, sur l'agroécologie, c'est vrai que nous avons des territoires très riches. On voit que l'agriculture aujourd'hui se développe, on fait des vins de grande qualité, on exporte aujourd'hui.
On leur a lancé le tourisme aussi à travers le département, mais aussi dans les départements voisins, sur l'ensemble du long de nos sillons. Donc je crois qu'il faut accélérer pour vivre cela. Et vous dire aussi qu'on a des espaces où malheureusement il y a du foncier qui n'est pas utilisé. Et là, dans le cœur de l'Hérault, on est en train de lancer un projet alimentaire avec des circuits courts, avec la culture raisonnée, et voir si, sur ces terres délaissées, on ne peut pas approvisionner la ville en produits alimentaires de qualité, plutôt que de les importer d'ailleurs. Sur le tourisme, le tourisme c'est notre richesse. Le département de l'Hérault, c'est 1,7 milliard. La région, je ne me souviens plus du chiffre, mais enfin, nous sommes quand même la quatrième région de France à développer le tourisme, à partir de l'œnotourisme, à partir des activités de pleine nature et surtout le nautisme. On n'a pas fait, on pourrait développer le tourisme. Il y a le salon de la Grande Motte, il y a le salon nautique aussi du Cap d'Agde, et je crois qu'il y a des choses à faire là, parce qu'on peut aller encore plus loin que ce que nous faisons à l'heure actuelle. Donc, il y a aussi les grands sites, j'avais oublié. Alors là, je voudrais vous alerter tous. Les grands sites, dans le Languedoc-Roussillon, nous avons des grands sites labellisés, mais de vrais grands sites labellisés. Je m'excuse auprès de Midi-Pyrénées, ils font une publicité, ils ont une communication qui est excellente, alors on ne peut pas leur reprocher, mais ils se basent sur rien du tout. Ils mettent en avant un principe et ils ont, sauf un, je crois, qui est labellisé. Donc là, je crois que dans nos négociations avec Midi-Pyrénées, il faudra qu'on discute, parce qu'ils sont en train de dévaloriser ceux qui ont fait l'effort de labellisation. Ensuite, pour parler de Colombe, la culture, le patrimoine, l'égalité des chances, je crois que là aussi il y a du travail à faire, et là aussi il y a une meilleure répartition sur le territoire. Montpellier, en termes culturels, Carcassonne et j'en passe, ont des activités très importantes, mais je crois qu'il faut aussi aller vers le rural pour développer la culture, parce qu'à l'heure actuelle, plus que jamais, nous sommes en pleines élections, vous le savez tous, plus que jamais, nous avons besoin de l'agriculture. Jean-Luc Boudinck a nommé à l'intérieur de son conseil de métropole un vice-président qui s'appelle M. Montpellier, qui est professeur d'université de son État. Et moi, pour l'agglomération devenue métropole de Montpellier, j'ai nommé Max Levita, qui est aussi professeur d'université. Ils se rencontrent pour la première fois demain. Voilà. Donc l'ensemble des domaines qui peuvent créer des inquiétudes ou sur lesquels il y a des régulations, c'est pas mal d'en discuter entre les deux ambassadeurs des deux villes respectives. Voilà. C'est un pont supplémentaire que nous avons établi. Dernière intervenante du jour, ici Bousquet, maire de Lodève, président de la communauté de communes du Vaud-des-Bois-Larzac. Merci Philippe, je ne serai pas longue parce que beaucoup de choses ont été dites. Simplement, peut-être te dire que cette initiative que tu as prise est fondamentale. Le coup de semonce que nous avons reçu dimanche au travers des urnes nous amène à réfléchir et à travailler autrement. Et je crois qu'il faut que nous prenions tous conscience de cela. Et ce qui se met en place aujourd'hui va dans le bon sens. Nous avons donc à dépasser les clivages politiques, et ça je crois que c'est bien, mais nous avons aussi à dépasser aussi ces clivages qui existent entre le monde rural et l'urbain. Et moi je me félicite de nous voir tous ici rassemblés. Alors moi je préside une intercommunalité qui est éminemment rurale, puisque 10% du territoire de l'Hérault en superficie et 1% en population. Les enjeux sont forts, tous les piliers de ce projet de Parlement des territoires m'intéressent et me semblent fondamentaux pour le territoire que je représente. Nous avons la chance d'avoir un environnement de grande qualité, d'avoir énormément de grands sites, le Villaret l'a dit, mais nous devons préserver ces territoires ruraux, les préserver en maintenant une agriculture, en valorisant nos produits, en permettant le maintien de nos agriculteurs, parce que ce sont eux qui sont les garants de ces paysages, notamment
sur le pastoralisme, hein, c'est fondamentalement important, mais aussi la viticulture, c'est ce qui fait le trait de force de nos paysages. On a travaillé tout cela. Et puis moi, je dois vous dire aussi qu'il faut réfléchir en termes d'aménagement du territoire au fait de conforter les bourgs-centres de tous ces territoires ruraux, qu'ils soient dans l'Hérault, dans la Lozère ou dans l'autre, parce que ces bourgs-centres, ce sont les lieux ressources pour toutes les populations les plus éloignées. Et en termes d'aménagement du territoire, il y a une vraie réflexion aussi à porter là-dessus. Voilà, en tout cas, merci pour ce travail qui est engagé. Et bien évidemment, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on y participera. Le Parlement des territoires, c'est le lancement, parce que la création, c'est la charte que vous recevrez. C'est le lancement. Parce que je ne vais pas faire de charte sans qu'elle soit concertée par les maires, les présidents d'intercommunalité et les populations, si vous le jugez utile. Donc, Parlement des territoires, nous, élus locaux, représentant la République des territoires, réunis à Castries le 25 mars 2015 pour la première session du Parlement des territoires, affirme au travers de la présente déclaration notre volonté d'engager une démarche solidaire et audacieuse de coopération territoriale. Cet engagement qui nous rassemble repose sur 6 piliers de développement qui font ensemble de nos territoires: la santé, le développement numérique, la mobilité, les déplacements, le développement économique et touristique, l'agroécologie, l'alimentation, le patrimoine, la culture et l'égalité des choses. Notre mission commune s'articule autour de 3 convictions. Premièrement, nous voulons construire ensemble une réponse innovante aux défis de la réforme territoriale. 2014 a été une année cruciale pour la réforme, au travers de la loi de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles d'une part, et de la loi portant nouvelle délimitation des régions d'autre part. Notre architecture territoriale a connu de très profondes évolutions et ses équilibres s'en trouvent durablement transformés. Le projet de loi de nouvelle organisation territoriale de la République actuellement en cours de discussion au Parlement devrait en 2015 largement confirmer cette dynamique. C'est dans ce contexte de réforme décisive que l'instauration d'un dialogue entre l'ensemble de nos territoires prend tout son sens. Nous sommes convaincus que cette stratégie de coopération territoriale fondée sur la confiance entre acteurs est une réponse adaptée aux enjeux de la mondialisation, la compétitivité des territoires résultant pour l'essentiel de leur qualité d'organisation et leur capacité à animer un voyage réussi entre acteurs publics et privés, porteurs de projets pertinents et mobilisateurs. Deuxièmement, nous sommes déterminés à dépasser la rigidité des périmètres administratifs pour œuvrer à de nouvelles échelles de complémentarité et de solidarité. Au-delà de la volonté d'être pleinement acteur de la réforme territoriale en cours, notre projet de coopération territoriale est le fruit de différents constats et convictions dont les plus évidents est la pertinence géographique du territoire qui nous rassemble. Les flux économiques, l'immigration résidentielle, les déplacements des salariés, des loisirs des citoyens se jouent à une échelle plus large que celle de nos territoires individuellement. De fait, un bassin de vie, une communauté culturelle et des dynamiques économiques sont à l'œuvre et nous rassemblent dans un destin commun. Imaginer et mettre en œuvre des réponses adaptées aux défis que nous partageons suppose donc de dépasser la rigidité des périmètres existants et de bâtir des projets qui associent étroitement territoires urbains et ruraux dans une dynamique de co-développement. Troisièmement, nous sommes convaincus qu'ensemble nous serons présents, et là je vais répondre à un certain nombre de questions, par ce texte. Ce texte répond à un certain nombre de questions qui ont été posées tout à l'heure. Le Parlement des territoires n'est pas une feuille supplémentaire du millefeuille territorial, administratif. Il ne lève pas l'impôt, il ne redistribue pas, il n'a pas d'administration propre. Il est seulement une instance de concertation, reposant sur le principe un président d'intercommunalité égale une voix, qu'elle soit grosse ou qu'elle soit petite, qui permet aux intercommunalités de se rencontrer et d'échanger sur la base du volontariat, leur savoir et leur spécificité. Dans un contexte national et international contraint, les maires et présidents d'intercommunalités doivent imaginer toutes les voies possibles de coopération. Fort de ces convictions, nous déciderons collectivement dans les prochaines semaines des contours d'une gouvernance collective, associant les présidents d'intercommunalités et les maires, reposant sur l'audace et l'imagination territoriale, c'est-à-dire sur la capacité des parties prenantes à mener ensemble des projets dans le cadre de coopération souple et dans le respect des libertés et prérogatives de chacun.
ensemble, nous sommes plus forts.